Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, nous allons parler de Lightroom, un logiciel de tri de photos, mais pas que. Posséder une banque d'images avec beaucoup d'images nécessite d'utiliser un outil adapté pour savoir les retrouver facilement. Pour cela, j'utilise Lightroom Classic CC de la suite Adobe. Ce logiciel fonctionne sur la base de catalogues qui permet d'inventorier, de classer et de définir des mots-clés, ainsi que de réaliser des regroupements qui s'appellent des collections à l'intérieur de ce logiciel-là, de façon manuelle ou de façon automatique. Toutes ces opérations sont non destructives, ce qui fait que le logiciel garantit une intégrité des informations, et ceci sans créer de fichiers redondants tels que des fichiers de sauvegarde. Nous allons voir ça tout de suite plus en détail et illustré sur l'interface du logiciel. Nous voici dans le logiciel Lightroom Classic CC, indiqué là-haut, et est organisé de la façon suivante. Nous avons la partie centrale, la plus grande partie de l'écran, qui contient les informations de sélection, les aperçus des photos que l'on a, ou de la photo, c'est vraiment la zone de travail. Qui, autour d'elle, on a 4 panneaux en haut, en bas, à gauche et à droite, avec des options et des outils différents. De façon très succincte, le panneau du haut va nous permettre de choisir quel module on souhaite utiliser. Le panneau de gauche va nous donner plutôt des informations quant à la sélection des photographies que l'on souhaite traiter dans chacun des modules. Où ça se trouve et ces choses-là, on y reviendra plus en détail. Le panneau du bas est une représentation rapide des photos qui sont sélectionnées, de manière à savoir mieux agir rapidement dessus. Sélecteur de photos, quoi. Et le panneau de droite est le panneau avec les outils dédiés au module que nous avons sélectionné en question. Pour revenir rapidement, aujourd'hui on va surtout parler du module bibliothèque qui se trouve ici. Sachez que dans Lightroom, vous avez aussi un module développement qui vous permet de faire des réglages de luminosité, contraste, exposition, bref, développer en particulier vos fichiers RAW tels que vous le souhaitez, avec les réglages que vous souhaitez. Vous avez un module carte qui vous permet de visualiser les lieux où vous avez pris vos photos facilement. Donc vous pouvez faire une recherche des lieux de prise de vue. Ceci à condition que les coordonnées GPS soient comprises à l'intérieur des photos ou que vous ayez affecté manuellement la photo dans Lightroom, et dans ce cas-là, les coordonnées sont intégrées dans Lightroom. Vous avez un module livre qui vous permet d'imprimer sous divers formats vos photographies. Vous avez un module diaporama qui vous permet de réaliser des diaporamas de vos photos avec de la musique, des fondus. Vous avez un module impression qui vous permet d'envoyer, pareil, sous certains formats mise en page, certains modèles de mise en page, vos photos vers votre imprimante. Et enfin, vous avez un module web qui vous permet de construire des galeries web que vous pourrez facilement mettre en ligne. Aujourd'hui, nous allons surtout parler du module bibliothèque, qui est finalement la base du logiciel, puisque sa finalité initiale était
de bien savoir retrouver ses photos, trier ses photos, les identifier, tout ça, ce module bibliothèque contient l'ensemble de ces fonctions. Pour aller un petit peu plus loin, vous avez vu qu'à chaque fois que j'ai changé de module, les palettes de gauche et de droite ont changé, celles du haut et du bas ne sont pas modifiées. Donc c'est vraiment les deux palettes qui vont interagir en fonction du module, et c'est là où vous allez trouver vos outils principaux. Donc dans le module bibliothèque, qu'est-ce que l'on trouve dans le panneau de gauche? On va trouver 4 grandes parties. La première partie, ça va être la notion de catalogue. Le catalogue, c'est vraiment le fichier le fichier de travail de Camera Raw, c'est une organisation virtuelle de vos photos. À l'intérieur, vous allez trouver les aperçus de vos photos, plus plein d'informations que vous allez y saisir ou qui vont être automatiquement extraites des données de vos photos. Dans ce premier catalogue, vous avez des informations de base. Dans mon catalogue, j'ai 155 661 photos actuellement. On peut savoir les photos qui ont été synchronisées dernièrement. Les collections rapides, c'est avec une petite touche ici. On vient y mettre la photo qu'on sélectionne, c'est pour faire des sélections extrêmement rapides des photos quand vous parcourez. Les dernières photos importées, exportation précédente, c'est celle qu'on a exportée vers des formats d'images. Et les photos qui n'ont pas été exportées sur d'autres choses. Bon, ce sont des regroupements qui sont par défaut. Toutes ne sont pas particulièrement utiles, hein. Toutes les photos du catalogue, il n'y a pas franchement d'intérêt d'aller regarder 155 000 photos les unes après les autres. Mais ça a le mérite d'exister et notamment de vous donner un aperçu quantitatif des informations du catalogue. Celui là-dedans qui est le plus utilisé, c'est les collections rapides. La seconde partie, c'est les dossiers. Il faut comprendre que Lightroom a un catalogue. Le catalogue, c'est un classement, une organisation virtuelle qui n'existe pas, ce n'est que de la logique. Et il faut bien que vos photos soient physiquement présentes quelque part. En réalité, elles sont sur vos disques durs. Vous pouvez avoir les disques durs internes à votre ordinateur, ou vous pouvez avoir des disques durs qui sont sur réseau, des NAS. Moi personnellement, je possède 3 NAS sur mon réseau, 3 disques durs internes, et en fait on vient y sélectionner là où on veut trouver les photos. C'est-à-dire que si je prends par exemple mon disque C, on a des endroits où j'ai des photos, mais j'ai pas toute l'arborescence sur mon disque C. Ici, je lui ai indiqué à quel endroit je voulais récupérer des photos. C'est le cas sur chacun des disques. Là, mon disque D, j'ai plein de banners dedans, je n'ai mis qu'un seul répertoire accessible. Ici, j'en ai mis 4. Pour information, quand il y a un petit point d'interrogation, c'est qu'en fait, le répertoire n'existe plus physiquement. Par contre, le catalogue les a mémorisés et se trouve encore dans la mémorisation. Ici, cela signifie qu'ici, ce sont des aperçus, mais on ne pointe plus vers les vraies photos. C'est pour ça qu'elles sont floues. Puisque le catalogue ici physiquement n'existe plus, ou en tout cas a été déplacé sur le disque. Sur mes NAS, je retrouve d'autres photos, d'autres répertoires, et va suivre va simplement suivre l'organisation physique de vos photos. Pour cela, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description, dans l'article du blog qui concerne la gestion des photos du point de vue physique, comment je suis organisé à travers un NAS, comment je
je classe mes photos physiquement de façon rapide ici. Et pour rappel, j'ai pour habitude d'avoir un répertoire qui s'appelle Photothèque par exemple dans chacun des NAS, et à l'intérieur de ce répertoire j'ai fait des répertoires par année, et à l'intérieur de chacune des années j'ai fait un répertoire par date. Le répertoire lui-même est nommé la date en version américaine avec le thème que j'ai mis associé dedans. Et dans chacune de ces répertoires, je retrouve l'ensemble de mes photographies. Celles-ci, de la même manière, sont nommées de façon unique avec la date du jour, suivie de l'heure, toujours la date américaine, l'heure en heure, minute, seconde, et un compteur qui permet de d'identifier, par exemple ici, là j'ai le compteur ici, j'ai deux photos qui ont été prises en rafale dans la même seconde, donc elles n'ont pas le même nom, et ce qui les différencie, c'est le dernier petit compteur. Voilà, bon, je vous renvoie sur l'article en question sur la gestion des NAS qui est beaucoup plus précise sur cette partie-là. Ce qu'il faut retenir ici par rapport à Lightroom, c'est que on accède à travers ce panneau dans le module bibliothèque à réellement la position de où se trouvent les images. Le troisième panneau, ici, regroupement, c'est ce que l'on appelle les collections. Les collections, ce sont des regroupements de photos, mais des regroupements logiques. Par exemple, ici, j'ai fait des... je prends ici, par exemple, j'ai fait des regroupements de photos. En réalité, ce n'est que de la logique. Les photos, là, elles sont pas du tout dans les mêmes répertoires, et elles n'ont pas été recopiées à un endroit physique. Ce ne sont que des pointeurs vers le lieu réel de la photographie. Donc là, on l'a en manuel, c'est moi qui ai pris chaque photo, qui les ai déplacées dedans du point de vue logique, hein, d'accord? J'ai pas déplacé aucun fichier réel du disque dur. Ou on a des photos de façon dynamique, où automatiquement, dès que par exemple là, il vient répertorier l'ensemble des photographies qui contiennent des données GPS à l'intérieur. Ici, automatiquement, ce sont l'ensemble des photos dont le fond est jaune. J'ai l'ensemble des photos qui ont été prises ou qui datent du mois dernier. L'ensemble des photos qui ont le fond qui est rouge. Tout ça, ça se paramètre facilement en fonction des éléments qu'on va voir un petit peu après, tels que les étoiles, les couleurs et ces choses-là. Ce sont des moyens très faciles pour classer ces photos sans risquer de perdre nos clichés ou de manipuler vraiment nos fichiers sources, puisque là on reste que dans le fichier catalogue de Lightroom qui est qu'un aperçu et un document de référence. Enfin, le dernier onglet regroupement, ce qu'on appelle les services de publication. On va dire qu'il y a deux catégories. Il y a ce que l'on appelle la notion de format d'export. Par exemple ici, il suffit que je déplace une photo dedans et que je lance la publication et il va automatiquement me convertir la photo sélectionnée au format que j'ai prédéfini dedans. Donc là, j'ai fait des réglages pour des impressions, pour extraire au juste nécessaire, reformater l'image, de manière à avoir un nombre de pixels adapté à une impression 9 par 13 par exemple. J'ai fait la même chose sur les différents formats, 10, 15, 13, 19, etc. Ça a l'avantage d'être super rapide, c'est-à-dire qu'on vient juste déplacer nos photos dedans, on fait publier et le logiciel exporte les photos, on les retrouve à un endroit bien défini, et on ne se pose pas la question de ressaisir tous ces paramètres. En fait, là on a fait des paramètres pré-réglés, des contenants pré-réglés qui nous fera l'extraction, toujours la même chose. J'ai fait la même chose pour Instagram, j'ai fait la même chose pour la prépa des livres de... À cela peut s'ajouter, je ne l'ai pas fait, mais peut s'ajouter des
des services distants qui sont directement interfacés à travers des partenaires tels que Adobe Stock, Facebook, Flickr, 500px, on peut en rajouter hein, des services en ligne. Et là, pour le coup, au lieu de déplacer l'image là-dedans, publier, que ça nous crée un fichier sur le disque dur au bon format, c'est ce qui correspond ici, que j'ai créé. Ici, ça nous envoie, ça upload directement l'image sur le service, sur le site en question, et ça nous facilite les manipulations. On fait le maximum de choses à l'intérieur du logiciel, sans se préoccuper d'aller sur le site internet et ces choses-là, et de refaire des manipulations à travers les pages dédiées à ça des sites internet. Ici, ça a beaucoup moins de sens par rapport au module bibliothèque, puisque cet onglet-là ne fait que reprendre les photos qui sont globalement sélectionnées. Donc toutes les photos qui se trouvent ici, en fait, je les retrouve là. Donc dans le module bibliothèque, ça n'a pas vraiment d'utilité. Par contre, dans le module développement, je vais vous faire rapidement, je retrouve ma photo, là je travaille sur cette photo-là. Par contre, très facilement, je peux aller sur la photo à côté. C'est un petit peu le raccourci vers le répertoire ou la sélection de la bibliothèque. Au lieu de changer de module à chaque fois, ben on va directement ici, et on est beaucoup plus rapide pour passer d'une photo à l'autre. Donc voilà l'intérêt surtout de ce module-là. Je ferme la parenthèse, je reviens sur le panneau de droite. Ah oui, sur le panneau de gauche, je l'ai pas dit, mais il y a une notion de navigation là, tout en haut. Ce n'est que, si on ouvre en grand double cliquant, ça nous permet d'avoir une navigation rapide au niveau de la photo, et d'avoir rapidement un aperçu de celle-ci. Ce qui est aussi intéressant, c'est sans déplacer ou sans modifier vraiment ma sélection, si je me place sur une collection ou un répertoire, j'ai tout de suite l'aperçu qui se met à jour en fonction de là où je me trouve, de façon super rapide, ce qui permet de gagner du temps à la recherche, puisque il vient afficher la première photo du regroupement qui a été fait ici. Voilà pour le panneau de gauche. Pour le panneau de droite, encore une fois, différents onglets sont disponibles. Nous avons une notion de développement rapide. Là, ce sont des outils raccourcis, au même titre que la barre ici est un raccourci quand on est dans le module développement pour accéder au changement de photo. Ben là, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que dans le module bibliothèque, on peut rappeler des enregistrements, des presets ou des réglages très rapides du développement, de l'outil développement, de manière à les appliquer en série directement sur les aperçus, depuis les aperçus de la bibliothèque. C'est vraiment un outil là pour accélérer votre flux de production sans être obligé d'avoir accès à tous les outils en détail. Ensuite, vous avez toute une barre concernant les mots-clés, toute une barre concernant les mots-clés, où là on peut venir y affecter juste par clic des mots-clés. Tous les mots-clés d'une photo sont saisis ici. Alors est-ce que j'ai des mots-clés? Alors pour l'instant, je n'en vois pas. On va prendre ici, je dois voir, hop, mots-clés. Donc là, ce sont l'ensemble des photos où j'ai des mots-clés. Donc là, typiquement, sans mots-clés, pardon. Sans mots-clés. Alors, je n'ai pas de sélection avec mots-clés. C'est pas grave. On va voir si ici j'en ai. Bon, c'est pas grave. Si vous avez des photos avec des mots-clés, vous avez une petite étiquette ici, et on va retrouver le mot-clé ici.
Ça, c'est pour en affecter. En fonction de la photographie, il nous suggère quelques mots-clés. C'est les plus utilisés. Donc ça, c'est plutôt pour l'affectation des mots-clés. Vous avez des listes de mots-clés, où là, on peut affecter en cochant. Par contre, on peut aussi très facilement accéder aux mots-clés. Donc là, il a été me chercher la photo qui possède le mot-clé abeille. Donc, avec le nombre de photos que j'en ai. Abeille, par exemple, il va automatiquement me chercher les photos où j'ai mis le mot-clé abeille. On peut avoir ça. On a des organisations de mots-clés comme on veut. On peut les structurer aussi. J'avais commencé à faire des structures en termes de mots-clés, un championnat de France. Hop. Il nous affiche 50 photos sur un championnat de France d'aéromodélisme, je crois. Donc on peut faire ça. On a autant de sous-niveaux qu'on peut avoir. Là, par exemple, des photos avec du givre. On retrouve facilement. Donc si vous prenez le temps d'affecter des mots-clés, c'est extrêmement rapide pour retrouver vos photos en fonction de cela. Donc voilà. Ensuite, vous avez sur chacune des photographies, donc là on voit les mots-clés, c'est ces petits ce petit icône là qui indique que la photo contient des mots-clés. Ensuite, on a le panneau métadonnées qui rassemble les informations principales, le nom du fichier, où se trouvent les informations, est-ce qu'on a des métadonnées, la résolution, les données de prise de vue très rapides. Ça, c'est le panneau par défaut. On a tout un ensemble de panneaux plus ou moins détaillés de ce que l'on peut avoir, hein, description rapide. On a encore moins de données. On va rajouter les données. On peut aller voir ce qui est uniquement les données EXIF. Donc là, il extrait toutes les données EXIF du cliché. À vous de voir comment vous faites. Vous pouvez aussi faire des paramètres définis et les sauvegarder dedans. L'organisation physique des fichiers. Maintenant, nous allons regarder. Donc, pour celle-ci, comme je vous ai dit précédemment, on va sur le panneau de gauche et on va dans Dossier. Pour illustrer un petit peu ça, je vais prendre l'exemple de mon dernier NAS. Et ce sera la même chose sur chacun des disques ou des accès que vous réaliserez ici. Maintenant, quand j'ouvre sur le premier répertoire, par exemple ici, j'ai une arborescence que je vais retrouver ici aussi. Je retrouve les mêmes. Donc je me retrouve le recherche inspiration ici. Et de temps en temps, j'ai des répertoires qui ne figurent pas. Pour la même raison que précédemment, ce sont des répertoires vides que le catalogue Lightroom ne prend pas en compte. Celui-ci, il n'est pas nommé, cependant, il a 2 photos à l'intérieur. Donc, je vais vous faire l'exercice en direct. Le fait de renommer, donc là c'est mettre chambre. Le fait de renommer ce répertoire ici en chambre, je sauvegarde, là je l'ai renommé. Automatiquement de l'autre côté, il a été renommé. Donc les actions que l'on réalise ici dans la partie dossier agit réellement sur les emplacements physiques. C'est important de savoir puisque c'est quasiment le seul endroit dans le logiciel où on interagit physiquement sur les images. Si jamais on déplace une image d'ici
qu'on la met ailleurs depuis le répertoire physique de l'explorateur classique, il faudra venir ici et synchroniser le dossier pour montrer que, pour forcer le catalogue Lightroom à se mettre à jour par rapport à l'état physique de présence dessus. Par contre, si vous déplacez des images d'ici vers un autre répertoire, cette fois-ci, ce sera automatiquement pris là, puisque là, vous agissez directement dessus. Mais vous avez moyen, effectivement, d'agir directement ici en déplaçant, en supprimant des images d'ici qui auront un impact sur les disques. Ce qui est intéressant, c'est que quand on pointe ici un répertoire, il vient faire la description de tout ce qui est dans les autres répertoires. C'est le cas lorsque l'on choisit d'activer l'option afficher les photos dans les sous-dossiers. Si jamais on n'affecte pas ça, en réalité, dans ce cas-là, il verrait uniquement ce répertoire-là avec s'il y avait des images, et il s'occuperait pas des sous-répertoires. D'accord? Donc, si on le fait ici, c'est pareil, j'ai tout un ensemble de répertoires là-dessus, de la même manière, quand on va directement dans l'explorateur, on retrouve le même principe, où là j'ai autre photo, je l'ai pas mis, non, je l'ai pas fait. Donc on choisit bien quels sont les répertoires que l'on veut y mettre, que l'on veut afficher. Les bonnes pratiques que je vous invite à suivre, c'est d'avoir un minimum d'organisation physique de vos fichiers. Là on comprend que j'ai totalement en dehors de Lightroom, hein, que rien que sur mon organisation physique, j'ai un répertoire qui correspond à ma photothèque. À l'intérieur, je mets les informations qui correspondent à mon travail photographique et l'intégralité de mes photos sont classées sous le même principe d'organisation, quels que soient les disques où je les stocke, qui est l'année de prise de vue, le jour et le thème de prise de vue, et les fichiers sont renommés avec le jour de prise de vue, l'heure de prise de vue, et un numéro, ou des numéros qui permettent de les identifier de façon totalement indépendante. C'est-à-dire que je ne peux, en fonctionnement comme ça, je ne peux avoir deux fichiers différents qui portent le même nom. Ce qui est essentiel si on veut éviter tout risque de perte de photographie et de ce fait-là toute ambiguïté. L'autre avantage à cela, c'est que l'identification unique à travers le temps, finalement, la mesure du temps, quand est-ce qu'elle a été prise, permet aussi de retrouver une image dans sa bibliothèque si on a uniquement le nom du fichier. Ça peut être le cas si vous exportez votre photo au format JPEG pour l'utiliser sur un site internet et que vous voulez retrouver le répertoire rapidement de où se trouve cette photo. L'un des moyens les plus simples, c'est de retrouver le nom de fichier, c'est d'avoir gardé le nom de fichier, et là automatiquement dessus vous avez entre guillemets l'adresse à laquelle vous retrouverez votre fichier source. Donc ça c'est vraiment la notion pratique, et
à mon sens, c'est le b.a.-ba pour organiser vos fichiers physiques. Comme je l'ai dit en intro, pour tout ce qui est de la gestion physique, je vous invite à lire ou relire un article que j'ai réalisé il y a déjà quelques temps, qui explique toute cette organisation à travers les NAS, qu'est-ce que j'ai mis en place aussi pour avoir des copies de sauvegarde automatiques, pour fiabiliser au mieux la survie, on va dire, de votre banque d'images et d'éviter d'avoir des pertes de photos en cas de disque défaillant. Voilà. Une fois qu'on a fait ce travail de base au niveau de l'organisation physique, on va passer à l'organisation virtuelle, logique, finalement, l'organisation du catalogue. Il faut comprendre le catalogue comme un répertoire, comme un document annexe à la réalité physique de vos photos, mais qui vous permet de retrouver facilement et de classer vos images. Si je fais un parallèle, en argentique, la plupart du temps, on tirait nos photos sur papier, toutes ces photos papier étaient classées dans des boîtes bien organisées, avec peut-être des dates, peut-être des noms de thèmes, de séances, de personnes. Tout ça, c'était la notion papier. En tout cas, l'idée, c'est un petit peu au même titre que on peut trouver dans une bibliothèque. On a des références de livres, on avait des références de photos. Pour bien les retrouver, l'astuce était de tenir à jour un document annexe, un fichier Excel ou simplement un document papier, qui, en face de la référence de la photo, vous venez y ajouter toutes les informations de prise de vue, ces choses-là de façon manuelle. En fait, tout ce catalogue-là, toute cette banque de données qui se réfère à chacune de vos photos, va se retrouver dans ce catalogue. C'est ça l'intérêt, et c'est ça la notion d'organisation virtuelle ou logique de vos photos. Et donc c'est ça le réel contenu de Lightroom, et c'est ça le contenu du catalogue de Lightroom. Quand je dis virtuel, c'est... je vais prendre des exemples très concrets. Je vais prendre mon répertoire chambre. J'ai naturellement dans mon répertoire le classement de mes photos dans l'ordre de prise de vue. Donc cette photo-là, par rapport au répertoire initial, la première photo, c'est la première qui est là. Donc fini par 555, hein, 15h45, 55 secondes, 15h45, 55 secondes. La seconde photo a été prise 1 minute après, à 15h46 et 5 secondes. D'accord ? C'est le classement naturel d'un fichier qu'on aurait là-dessus. Si jamais je voulais inverser ça, je prends cette photo et je la classe avant. J'ai inversé, j'ai classé manuellement mes photos. Naturellement, dans mon répertoire physique, je n'ai absolument pas modifié. Le classement ici, je peux trier comme je veux. En aucun cas, ça change mon classement logique. Ici, je choisis d'organiser mes photos de façon totalement indépendante, puisque ici, je ne suis pas en train d'agir sur la physique, le stockage physique et les photos réelles. Je suis simplement en train d'agir sur mon document annexe, qui est le catalogue. Et en faisant ça, c'est comme si j'inversais 2 lignes de mon fichier Excel, sans du tout toucher au rangement de ma boîte de photos. Donc ça, c'est
une façon assez simple d'illustrer justement cette indépendance entre le rangement logique qui est le catalogue du rangement physique. Là, je l'ai illustré par l'ordre d'affichage d'une photo, mais en fait, je peux y ajouter plein de choses. C'est-à-dire que là, je peux y mettre des étoiles. J'ai pas mis d'étoiles. Je peux y mettre une couleur. Je n'ai pas de notion de couleur. Donc toutes ces informations-là sont complémentaires, se rajoutent à l'image. Au catalogue, pardon, mais en référence à l'image. Alors, finalement, qu'est-ce que contient ce catalogue? Finalement, on va retrouver dedans toutes des informations qui sont annexes ou reprises, c'est-à-dire dans les données reprises, c'est par exemple, de nos jours avec les données EXIF, toutes les informations de prise de vue qui sont enregistrées directement dans la photo depuis l'appareil sont totalement enregistrées dans le catalogue. Ceci est essentiel à comprendre, c'est-à-dire que lorsque l'on va faire une recherche par exemple, là je suis ISO 6400 par exemple, si je vais chercher en métadonnées le paramètre vitesse ISO, je peux chercher automatiquement celles qui sont à 6400. Là, forcément, il me trouve la même, il m'en trouve qu'une, enfin, il m'en trouve deux en fait, parce que j'ai sélectionné là-dessus. Mais si je veux toutes les 6400 de l'année 2019, il me les trouve automatiquement. Par contre, ça a été extrêmement rapide cette recherche. Il a suffi de cliquer pour qu'instantanément les images s'affichent. Ça, c'est grâce au fait que l'information est directement enregistrée dans le catalogue qui finalement est une base de données. Il n'y a que les informations. En aucun cas, le logiciel cherche à ouvrir les milliers de photos que j'ai. 2019, j'ai 2065 photos. En aucun cas, il a été ouvrir chacune des 2065 photos pour aller voir dedans si le paramètre EXIF est égal à 6400. Il aurait fait ça. Je pense qu'on aurait pu prendre un café et revenir beaucoup plus tard, finir la vidéo. Là, non, c'est instantané. Donc, et quel que soit le nombre de photos, parce que il va traiter qu'une information qui est finalement 4 caractères, un chiffre, même pas, c'est un chiffre. C'est du numérique, c'est vraiment tout petit, donc c'est extrêmement rapide. S'il devait ouvrir toutes les images, sachant que chaque image est a un poids, alors est-ce qu'on a le poids de l'image? Alors on n'a pas forcément la taille de l'image en elle-même affichée. Si je fais atteindre dans l'explorateur, l'image c'est celle-ci, elle fait 23 mégas, presque 24 mégas. Si l'ordinateur, si le logiciel avait dû ouvrir les 2065 photos qui ont une taille de 24 gigas, ça aurait été énorme en termes de traitement et de besoin de ressources. Donc voilà, ça c'est une première partie, c'est que toutes les données qui sont contenues dans la photographie est directement intégrée dessus. Alors il y a ce que l'on appelle les données EXIF, qu'on récupère et qui sont directement accessibles dessus. Vient aussi d'autres informations qui ne sont pas directement écrites dans les EXIF, ou en tout cas pas accessibles comme ça dans les tableaux classiques, mais qui sont par exemple, alors vitesse d'obturation, tout ça, c'est les données EXIF, c'est facile. Par contre, on va pouvoir avoir la notion de rapport hauteur-longueur. Donc là, on va dire, je veux tous les paysages, tous les formats portraits. Je veux tous les formats paysages. Je veux tous les formats carrés.
il va enregistrer toutes ces choses-là. Et ça, c'est pas de la donnée EXIF. Par exemple, celle-ci, cette photo-là, à l'origine, elle n'est pas carrée. Mon appareil photo ne prend pas des photos carrées nativement. Je l'ai recadré. C'est la signification de cette petite icône ici. Par contre, dans la base de données, il a enregistré le fait que cette photo était carrée. Et de la même manière que on a vu sur la notion des ISO, il va chercher cette information extrêmement rapidement dans l'ensemble de mes données. Donc voilà, ça c'est autant de caractéristiques que l'appareil photo va que le logiciel Lightroom va collecter depuis les photos, soit en interne, soit en analyse rapide de ce qui a été fait sur la photo. Je prends un autre exemple là-dessus, qui est important, c'est que cette photo-là, je vais aller la chercher, fichier dans l'explorateur, elle est là, c'est un DNG. Si j'ouvre le DNG en aperçu, travailler un petit peu, voilà. La photo, en réalité, elle est là, mon DNG, elle est là, elle est toujours entière. On reconnaît bien la fleur ici, celle-ci qui est là, celle-là, on voit bien que j'ai recadré en coupant ici au format carré. Mais en réalité, j'ai toute ma photo. Ma photo, elle n'a absolument pas bougé. Elle n'a pas été modifiée, d'accord? Donc, les informations de ça sont dans la base, ne sont pas directement dans la photo. La photo de base, elle existe, elle est toujours présente. De la même manière, le but n'est pas d'expliquer le module développement, mais en allant dans le module développement de cette photo, je reviens dans le format recadrage, j'ai bien ma photo d'origine. Donc ce qu'il a simplement fait, c'est enregistrer la position et le format de recadrage. Mais il n'a pas réellement recadré la photo. Ça signifie que on peut faire des modifications de réglage, de développement, de recadrage, de traitement de la photo, sans jamais altérer le fichier source. Au-delà de ça, le but du catalogue, c'est plutôt d'y ajouter des informations qui vont permettre d'améliorer les recherches et ces choses-là. Donc il y a toutes ces recherches, tous ces paramètres qui sont directement intégrés aux informations qu'il y a dans le catalogue. Donc on a parlé du recadrage, on a la notion du mode développement qui a eu des réglages de fait, c'est pareil, on peut retrouver la notion qu'il y a eu des paramètres prédéfinis de développement, qu'il y a eu des traitements, voilà, ça c'est toutes les photos qui ont été traitées. Post-traitées, on a les photos couleurs, on a un état des métadonnées, est-ce qu'elles sont à jour, est-ce qu'elles sont pas à jour, est-ce qu'il y a des conflits, donc là j'ai un conflit de métadonnées, donc entre ce qui est ici et ce qui est sur l'image, en fait j'ai une modification entre les deux. On a pas mal de façons de retrouver des informations directement dedans. À cela vient ce que j'ai présenté un petit peu au-dessus, c'est vraiment notre travail de classement. Donc je peux facilement reprendre les attributs, c'est récupérer l'ensemble des photos que j'ai classées 3 étoiles. Je peux faire avec l'ensemble des photos que j'ai classées 2 étoiles. Alors là c'est supérieur, hein, 2 étoiles ou plus, 3 étoiles ou plus. Je peux faire, donc là j'ai un 3 étoiles, je peux faire égal à 2 étoiles. Je peux faire inférieur ou égal à 2 étoiles. J'ai vraiment toute une latitude là-dessus. Je peux prendre toutes celles qui sont avec une couleur rouge, donc j'ai pas. Une couleur jaune, j'en ai pas. Je peux cumuler toutes celles qui sont qui ont une couleur ou qui n'ont pas de couleur. C'est-à-dire c'est présence de non-couleur. Donc là j'ai pas mis en place de couleur. Aucune des photos de 2019. Je peux mettre celles qui ont un drapeau
de sélection, un marqueur de sélection. Je peux mettre celles que j'ai choisi de pas retenir, désélectionner. Et je peux mettre celles qui n'ont pas de drapeau. Voilà, ce sont autant de filtres extrêmement rapides. Celles qui ont des modifications, donc qui ont le petit icône de modification, ou toutes celles qui n'ont aucune modification. Quand on dit modification, c'est modification réalisée à l'intérieur de Lightroom. Celle-ci, clairement, c'est une image composite. Par contre, c'est une image PSD que je n'ai pas retouchée dans Lightroom. Elle a été faite dans Photoshop. Donc pour lui, c'est un traitement, c'est des réglages qui sont extérieurs au catalogue. Donc il le traite comme étant non, non traité. Par contre, celui-ci, il a un mot-clé. Et le mot-clé de cette image, on peut aller les chercher, les afficher là. Hop, liste des mots-clés. J'ai animaux paysage. Pas super à jour mon truc. Mais il a des mots-clés présents. Donc voilà, on peut récupérer extrêmement facilement ce type d'informations. Donc ça, c'est globalement les outils de recherche qui sont assez pratiques. Autre type d'outils de recherche que l'on peut avoir, c'est l'outil texte. Je peux chercher dans 2019 des textes. Donc par exemple, je donne l'exemple de tout à l'heure, je cherche chambre, il va chercher dans le rep, n'importe où, que ce soit dans le nom du fichier, dans les données EXIF, dans les commentaires qu'il peut y avoir, le mot chambre. Là, il l'a trouvé dans le nom du répertoire. D'accord. Si je cherchais, alors j'avais un mot-clé animaux, il m'a trouvé cette photo-là parce que le mot-clé est animaux. C'est le cas parce que j'ai demandé de chercher dans tous les champs pouvant contenir du texte. Par contre, je peux cibler sur un nom de fichier, sur un titre, sur une légende, sur un mot-clé, sur des données EXIF, sur des données IPTC, surtout, je peux cibler un petit peu plus. Je peux dire que c'est en contenant, contient tout, contient juste le mot, contient finit par, commence par, bref, on peut aller finement sur ce genre de choses. Ça, c'est vraiment une notion de... Donc ici, on va chercher au niveau des photos et de l'arborescence. Ici, nous avons un filtre et on peut filtrer cette fois-ci sur l'ensemble des disques qui sont là. Donc si je cherche un filtre qui s'appelle, je prends une ville parce que je sais qu'il y en a, Compiègne, très rapidement, il vient rechercher, il vient me sortir de chaque année tous les répertoires physiques qui contiennent le mot Compiègne. Donc là, très rapidement, si vous organisez bien, comme je vous conseillez, le fait de mettre une date ou un champ descriptif de la situation, plus vous serez précis là-dedans et plus ce champ-là sera pertinent. Et vous avez vu comment c'est extrêmement rapide. Donc, bien que j'ai un catalogue, alors je me souviens plus, de 155 000 photos, c'est quand même extrêmement facile de trouver ça. Par exemple, j'ai des photos que j'ai fait il y a des années sur le port du Croesti, voilà, sur 2004. Je savais pas en quelle année c'était, et ben en 2009 aussi. Donc, et en 2017, vous voyez. Et là, sur l'ensemble de mes bases de données, je sais que j'ai toutes ces photos-là qui concernent le Croesti parce que j'ai attaché, j'ai noté ce nom-là dans le répertoire. Ça aurait été complètement beaucoup plus fastidieux de le faire que sur le physique, bien qu'aujourd'hui, avec les outils de Windows, on a aussi le champ recherché qu'on peut avoir. Mais là, c'est quasiment instantané, alors que le champ recherché qu'on a dans la notion
de l'explorateur, ici, ce champ-là, va devoir lire tous les répertoires, faire des accès disques pour aller rechercher ce qu'il en a. On a souvent la petite barre là qui nous refait ça. Donc si je... Alors déjà je serais embêté parce que là j'ai des disques qui sont totalement différents, donc j'aurais pas pu faire cette recherche ici et ici, puisque là c'est deux disques physiques différents. Là je le fais aussi facilement, et si je me mettais sur le disque là et je faisais ça, j'aurais pris énormément plus de temps pour retrouver ces répertoires. Donc voilà, on a à peu près fait le tour de des outils de recherche. Cette fois-ci, pour finir, il y a ce que je vais appeler les outils de classement. Parce que là, tout ce qu'on vient de voir, c'est vraiment sur l'organisation physique, c'est une chose. Mais en fait, au-delà de ça, on peut rechercher, on peut faire ces choses-là, mais on peut classer facilement les choses. Donc, pour classer facilement, par exemple ici, j'ai, je vais appeler ça diamant. Je veux classer ces mots-clés, je mets diamant dedans, et je valide. Ils ont tous le mot-clé diamant. Maintenant, je peux aller dans la liste de mes mots-clés. Si je cherche le mot-clé diamant, j'ai 9 photos, j'y vais, je les retrouve. D'accord? Donc là, c'est extrêmement bien, puisque je sais que celle-ci, je peux chercher diamant, j'aurai le mot diamant. D'accord? Ça, c'est vraiment la manip la plus simple pour ce qui est de saisir des mots-clés. Ça peut être assez fastidieux, puisque pour avoir une base de données qui soit extrêmement précise sur les mots-clés, il faut y mettre d'autres choses, par exemple sur ces mêmes mots. Et je me refais rouge. Et donc là, j'ai mis deux mots-clés différents. Je retrouve bien diamant, mais je peux aussi chercher sur rouge. Et là, pour le coup, rouge, il me trouve deux choses, mais sur le terme rouge, et ben j'ai ça, j'ai mes fourmis rouges, j'ai une fleur rouge, donc un feu d'artifice rouge, coca, il y a du rouge, une ambiance rouge. Donc là, on peut retrouver pas mal de choses. Si je fais une recherche par rapport au mot-clé rouge, et ben j'ai d'autres choses, j'ai plus de choses. Donc on peut rajouter pas mal de choses. Sur celle-ci, j'aurais pu mettre vert aussi. Il y a du vert. C'est peut-être le cas. Vert, j'ai 27 photos. Est-ce qu'on retrouve les photos que j'avais avec le vert? Certaines. C'est pas les mêmes. Mais là j'avais mis les teintes vertes. Donc, il faut y passer beaucoup de temps pour mettre des mots-clés. C'est un travail qui est à faire au fil de l'eau, parce que sinon c'est imbuvable, hein, faut être clair. Par contre, c'est très puissant. Si on a cette discipline, on est extrêmement... c'est un énorme investissement qu'on a derrière pour retrouver les choses. Dans les mots-clés, il y a une astuce, quelque chose qui est très bien, c'est ce que l'on appelle la reconnaissance faciale. C'est-à-dire que sur la notion des portraits, je cherche mon nom, paf, je vais retrouver toutes les photos où il y a ma tronche. C'est très bien. Il y a une moulinette qui permet de réaliser comment dire, la reconnaissance faciale sur les photos. Et ça, on peut l'activer. Détection des visages, on peut l'activer à l'import des photos. Et là, automatiquement, au fur et à mesure, il va reconnaître les visages. Il va vous demander d'insérer le nom ou d'affecter le mot-clé qui va bien. Donc le mot-clé étant le nom de la personne. Et vous allez automatiquement, dès qu'il va reconnaître le visage, il va l'affecter. Donc là, vous avez un gain de temps pour la notion des portraits qui est extrêmement pratique. Vous avez encore autre chose qui est très pratique, c'est ce que l'on appelle la notion des collections. Donc là, les collections, on va venir organiser des photographies par un petit peu comme si on venait les mettre dans des boîtes, dans des répertoires, on va dire.
Sauf que ça n'a rien du tout à voir, ça n'a absolument rien à voir avec les répertoires qu'on a sur les disques physiques. Voilà, remerciements. Non, qu'est-ce qu'on va prendre concours, voilà, par exemple, là j'ai un concours, j'ai différentes photos. Peut-être que l'ensemble de ces photos-là ne sont pas dans le même répertoire. Peut-être que... donc là, j'ai des notions de flash déclenchement second rideau. J'ai été mettre ça là-dedans. Ici, je me trouve dans le répertoire 2010 1, 21. Donc là, c'est ça. Le 21 janvier 2010. Je prends celle-ci. Je vais dans l'explorateur. Je suis au 13 janvier 2011. Donc un an après. Pourtant, ils sont dans la même boîte. Donc ça permet de rassembler tout un ensemble de photos. Deux façons de faire. Ce que l'on appelle les collections statiques. C'est simple. Je crée une collection. J'appelle ça test. Et j'ai créé une collection test. Pour l'instant, il n'y a aucune photo. Je veux classer des photos qui m'intéressent. Je prends ça, je viens la déplacer. Elle n'a pas bougé de celui-ci. Je l'ai juste intégré à celle-ci. J'ai juste fait ça. Donc, et ça, je peux le faire sur toutes les photos que j'ai. Si je veux d'autres photos, je viens là, je mets là, je mets deux photos. Je veux les supprimer de ça, les enlever de ça. Je fais supprimer de la collection. Voulez-vous que les photos synchronisées soient conservées dans toutes les photographies synchronisées? Donc oui, je vais conserver le reste. J'ai juste enlevé ce truc-là. Par contre, dans la partie des photos ici, elles sont toujours là. Je les ai pas supprimées de celle-ci. Je les ai juste enlevées de celle-ci, de cette collection-là. Donc, c'est extrêmement facile et rapide d'ajouter, de supprimer, de mettre les photos. Il y a mieux, donc ça c'est le principe de base, hein, donc on vient y mettre, là moi j'y mets les photos de mes vœux, c'est un choix personnel, je les déplace comme ça de façon statique. Des fois c'est mieux d'aller faire le travail en automatique, c'est le principe des collections dynamiques. Alors, je vais supprimer cette collection. Ah, j'ai enlevé. Maintenant on va créer une collection dynamique. Donc là, test dynamique. Le nom, il va apparaître là. Et par contre, je veux quoi comme test dynamique? Et c'est là que je vais lui dire sur quels critères je veux que ce soit intégré. Donc par exemple, je veux... qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Toutes les photos qui... toutes les photos qui présentent un réglage, par exemple. Donc j'ai fait un réglage de développement. Donc je veux ça, toutes les photos qui ont eu un réglage. Et là, ça y est, il m'a mis 20 000 photos sur lesquelles j'ai effectué un réglage. Donc qui présente cette icône-là. J'ai 20 000 photos là-dessus. Sur mes 155 000 photos de ma banque, j'en ai 20 000 qui ont été traitées. Là, j'ai des photos qui datent de... Voilà, super vieux. Et j'arrive à la fin à des photos qui sont très récentes. Donc, là, j'ai fait le boulot tout seul. Je me suis pas embêté à tout faire manuellement et à déplacer 20 000 photos à la main dans la collection. Donc, voilà, ça c'est une autre chose, sachant qu'ici, ça peut être extrêmement complexe. C'est-à-dire que dans les paramètres de ça, je peux dire je veux les photos qui ont eu un traitement, je veux aussi qu'en même temps ce soit des photos qui ont été recadrées. Donc là par exemple celle-ci elle n'a pas été recadrée, celle-ci elle l'est, donc celle-ci elle va s'y retrouver. Je retrouve là, je reviens tout en bas,
Voilà, on retrouve bien celle-ci qui présente le petit cadre. Là, en fait, j'ai une collection dynamique qui me ressort toutes les photos qui ont ces deux petites icônes. Donc voilà, vous voyez comment c'est extrêmement rapide à réaliser. Et en ayant ce type de choses, bah, on va pouvoir cibler sur je veux ça et je veux celles qui ont le drapeau. Donc je suis dans cette collection et je viens rajouter toutes celles qui ont le drapeau blanc. Donc c'est le cas. Je veux toutes celles qui ont le drapeau blanc et qui sont notées 4 étoiles, j'en ai pas, qui sont notées 3 étoiles. Je commence à en avoir plus que 487. Je veux que ce soit peut-être avec la couleur rouge. Voilà. Donc là, très rapidement, de 20 000 photos, je suis passé aux 4 photos qui correspondent à mon critère, le drapeau, le recadré, le réglage effectué et le fond rouge. Voilà. Donc la recherche, si vous organisez bien que chaque comment dire, système de marquage a un sens pour vous, pour moi une photo 3 étoiles c'est une photo finalisée. Le rouge, bon ça n'a pas de sens particulier, c'est pour faire des sélections, des groupements chez moi. Ça c'est des photos que je fais en présélection, les flags pour dire je retiens ou je retiens pas. La plupart du temps, les photos qui sont comme ça, elles ont leur destination c'est la poubelle au final, je les supprime complètement. Donc si vous mettez vos propres règles, vous allez retrouver facilement, en vous appuyant sur ces règles, les photos qui sont pertinentes pour vous, pour votre recherche. Donc, voilà pour la présentation de la philosophie du logiciel Lightroom. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Si vous aimez globalement la chaîne, ce que j'espère, vous pouvez vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de cocher la cloche pour être averti qu'à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo YouTube, un mail vous soit envoyé. Je vous invite à vous inscrire aussi au blog initiation-photo.com. En échange de ça, vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration, qui est une méthode pour stimuler votre créativité et pas manquer de sujets à faire. Et en même temps, vous serez au courant de chaque nouvel article que je parais. Toutes les semaines, je sors un nouveau contenu. Voilà, donc merci beaucoup, à bientôt, au revoir.